Il y a quelques semaines, j'ai mis en ligne une vidéo sur l'investissement pour ses enfants. Donc comment investir pour ses enfants, hein. Mon but était de présenter les différentes possibilités qui existent aujourd'hui en 2024 pour pouvoir investir et faire fructifier l'épargne que l'on met de côté pour ses enfants et surtout pour utiliser la puissance de la bourse pour pouvoir décupler son épargne. En utilisant la longue fenêtre de tir qui s'offre à nous quand on investit sur une période de temps aussi longue que pour un enfant de sa naissance à ses 18 ans par exemple. Et j'ai reçu un commentaire d'une personne sous cette vidéo, un commentaire assez virulent mais pas méchant du tout. Je me suis dit que ça ferait un bon prétexte pour faire une vidéo. Je vous lis le commentaire. Mais vous êtes grave tordu sur ce réseau, ça part en cacahuète dans la cabessa. Vous faites l'épargne de vos enfants via la bourse pour l'interrogation, mais c'est un truc de dingue. Et tout le monde pleure parce que la guerre s'annonce, mais taper du crâne sur ce réseau est très malsain. Alors pour moi, ce commentaire montre combien beaucoup de gens ne comprennent rien à la bourse et ne comprennent pas la puissance de l'investissement en bourse. Et ça montre à quel point on manque terriblement d'éducation financière en France. Donc cela m'encourage encore plus à faire ce type de vidéo. Donc je lis deux choses dans ce commentaire. La première chose que je lis, c'est la bourse est risquée, c'est comme le casino, du coup ça rend l'investissement pour nos enfants totalement irresponsable à le lire. Et la deuxième chose, c'est ça l'est encore plus en ce moment avec les risques géopolitiques qui planent au-dessus de nos têtes, notamment le conflit entre la Russie et l'OTAN, le conflit au Proche-Orient et les menaces qui planent par exemple sur Taïwan, donc entre la Chine et les États-Unis. Donc je vais développer ces deux idées et vous expliquer à la fin pourquoi je pense que le plus risqué est en fait de ne rien faire du tout, de ne pas investir du tout et de laisser l'épargne de son enfant stagner, voire perdre de la valeur en le laissant 20 ans sur un livret A, voire pire sur un compte courant. D'ailleurs, j'explique tout ça dans la vidéo en question si vous voulez aller la voir. Donc la bourse est-elle risquée? J'ai envie de dire oui et non, tout dépend de comment vous appréhendez la chose. Non, c'est pas risqué si vous vous formez, si vous expérimentez petit à petit les choses, si vous ne mettez pas un gros paquet d'argent du premier coup sans savoir sur quoi vous investissez. Donc oui, c'est risqué si vous faites du trading alors que vous n'êtes pas trader. D'ailleurs, même si vous êtes trader, vous n'êtes pas évidemment à l'abri de faire n'importe quoi. On a vu l'exemple Jérôme Kerviel il y a 20 ans, juste avant la crise des subprimes. Oui, c'est risqué si vous ne vous formez pas. Et j'entends par former, pas forcément suivre des formations. Ça peut être juste écouter du contenu sur YouTube, écouter des podcasts, lire des newsletters, vous abonner à un accompagnement. Sur YouTube, il y a plein de bons conseils de personnes qui sont vraiment skin in the game, comme on dit, qui investissent eux-mêmes dans des actions et qui montrent leurs résultats. Donc si vous suivez un minimum de contenu et que vous ne copiez pas forcément, mais vous apprenez de ces personnes, au bout d'un moment, vous allez apprendre petit à petit. Et oui, enfin, c'est risqué si vous n'y allez pas progressivement. Le meilleur apprentissage, c'est l'expérience, selon moi. Il faut mettre les mains dans le cambouis et le faire étape par étape. Ça, c'est la courbe de mes investissements depuis que j'ai commencé à investir il y a 3 ans maintenant, en juin 2021. J'ai commencé par acheter des ETF sur DEGIRO, puis ça m'a fait un peu chier. Donc, j'ai voulu m'attaquer aux actions car je trouvais ça beaucoup plus fun. Et j'ai commencé par acheter des actions sur Trade Republic. Vous pouvez voir deux grandes phases ici. Donc la première qui va jusqu'ici, c'est celle où j'ai un peu fait mes armes. J'ai un peu fait quelques erreurs. Notamment, j'ai acheté des actions avec des gros dividendes. Donc un fort dividende qui n'est pas forcément signe de bonne santé d'une entreprise. On pense souvent que on va gagner de l'argent sur le long terme si l'entreprise verse un gros dividende de 4% jusqu'à 10%. Eh bien en fait, la plupart de ces entreprises stagnent dans le temps, n'ont pas du tout de croissance. Et vous pouvez voir la deuxième, deuxième partie qui a commencé à partir de là à peu près, donc en fin d'année dernière, en 2023, où j'ai littéralement changé ma stratégie et j'ai abandonné toutes les actions un peu pourries que j'avais pour me focaliser que sur des actions de qualité, donc les meilleures actions, et essayer de les acheter là où le prix était le plus avantageux, essayer de les acheter au maximum sous-évalués. Et donc, vous pouvez voir que cette stratégie a payé. Je suis maintenant à 21% de plus-value latente. Donc, c'était une bonne stratégie à adopter. La stratégie est d'investir sur des actions de qualité de manière concentrée, c'est-à-dire avec très peu d'actions. En ce moment, je n'ai que 7 actions
en portefeuille, hein. Elles sont ici sur la droite de l'écran. Et comme vous pouvez le constater, ce sont de très bonnes actions qui me rapportent une belle plus-value latente. Quand on découvre la bourse et notamment les actions à dividendes, on passe souvent par ces deux phases, hein, comme on dit. Et quand je dis souvent, c'est que je le constate autant chez moi que chez les autres, hein. On cherche souvent au début le rendement en dividende. Donc on investit dans des actions un peu pourries qui versent un gros dividende. Et au bout d'un certain temps, on constate que le gros dividende est plus gage de risque que de bonnes performances. La raison est simple. Quand on verse un gros dividende, c'est souvent pour appâter de nouveaux investisseurs parce qu'il ne reste que cela pour le faire. Et allouer son capital aux dividendes pour ses actionnaires empêche d'allouer ce même capital à d'autres choses comme le rachat d'actions, le remboursement de dettes ou encore l'acquisition d'autres entreprises. Une fois que j'ai compris ça et que j'ai expérimenté, comme je vous le disais au début, que la performance de ce type d'entreprise était mauvaise, eh bien j'ai quasiment tout vendu, hein. J'avais, je crois, une quarantaine d'actions en portefeuille. À un moment donné, je n'ai gardé que les meilleures entreprises, sans prendre en compte le rendement du dividende, mais plus la croissance de celle-ci. Et à l'heure actuelle, je n'ai plus que 7 actions en portefeuille. Et comme vous pouvez le constater, ce ne sont pas les pires. Donc voilà, vous avez ici la preuve que quand on choisit les bonnes actions et qu'on choisit la bonne stratégie, eh bien tout va bien. Et si vous voulez prendre encore moins de risques, hein, en diversifiant plus vos investissements, eh bien vous pouvez opter pour un ETF, hein, comme un ETF SP500 qui investit dans les 500 plus grandes entreprises américaines, ou un ETF MSCI World qui investit dans les 1500 plus grandes entreprises de 23 pays développés. C'est personnellement ce que j'ai choisi de faire pour mon fils de 20 mois. Hein. Investir dans un ETF, c'est passif, c'est diversifié et en plus, ça performe bien. Hein. Le classement Spiva indique que près de 90% des gérants de fonds sous-performent ces indices. Et pour finir, acquérir des ETF ne vous coûte pas grand-chose car les frais sont minimes. Donc pour répondre à la première partie de ce commentaire, la bourse est risquée si vous faites n'importe quoi, évidemment. Moi, je considère humblement que je ne fais plus n'importe quoi par rapport à ce que je faisais au début. Hein. La preuve en est avec cette courbe que vous voyez ici. Donc, je ne considère pas que ce que je fais pour moi et pour mon fils est risqué. Et comme on peut le voir sur ce graphique du revenu, eh bien, la bourse est ce qui performe le plus depuis 30 ans, mieux que l'investissement dans le métal jaune ou l'immobilier. Le deuxième point que je voulais aborder par rapport à ce commentaire est: est-ce qu'un conflit mondial, donc entre guillemets une troisième guerre mondiale, est un risque? Alors bah oui, évidemment c'est un risque, hein, mais j'ai deux réponses à répondre à cela. La première chose, elle est simple, hein, s'il y a une guerre nucléaire, mes investissements en bourse seront le cadet de mes soucis, hein, j'aurai d'autres chats à fouetter que de regarder l'évolution de mon portefeuille et de mes actions sur mon courtier. J'aurai certainement plus à me soucier de comment me protéger, comment protéger ma famille, comment nous nourrir, comment nous chauffer. Bref, je ne vous fais pas un dessin, vous n'avez qu'à regarder les films dystopiques pour imaginer comment ça se passe dans un cas pareil. Donc si on attend qu'il y ait un conflit en mode survivaliste, on ne fait plus grand-chose, hein, on peut rester cloîtré dans son bunker à attendre que ça arrive. Et ce qui peut arriver de pire pour les gens qui sont dans ce délire, eh bien, c'est que le conflit n'arrive jamais en fait et qu'ils passent tout simplement à côté de leur vie et de leurs investissements. Imaginons maintenant que les choses s'enveniment, hein, sans que l'on parte dans le délire nucléaire à la Terminator. Et c'est ce qui a le plus de chances d'arriver, hein, d'ailleurs, je pense. Des conflits en Ukraine et au Proche-Orient qui s'éternisent sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années. Eh bien, la bourse a réussi jusqu'à présent à toujours performer malgré les deux guerres mondiales du XXe siècle, malgré les chocs pétroliers des années 70, malgré le 11 septembre, malgré les crises financières de 1929 et de 2008, malgré la pandémie de coco. Bref, regardez ce graphique, le rendement de la courbe. Le rendement de la bourse au XXe siècle a été de 10% brut, soit 7% net d'inflation. Franchement, en regardant cette courbe, pensez-vous réellement que la bourse est risquée? Et Dieu sait combien le XXe siècle a été plutôt hardcore au niveau des conflits, hein. Là, vous avez la crise de 29, c'est la plus grosse chute sur le siècle, hein. Ici, l'éclatement de la bulle Internet au début des années 2000. Et ici, la crise financière de 2008. Vous voyez que c'est assez minime au regard de toute la durée du siècle et de l'évolution de la bourse sur cette période. Donc dans le cas 1, j'aurai d'autres chats à fouetter que de m'occuper de mon épargne. Et dans le cas 2, eh bien, même si les conflits persistent, eh bien, l'économie, elle tourne toujours, hein. Voilà, il faut bien mettre de l'essence dans sa voiture, acheter de quoi se nourrir. Bref, l'économie continue de tourner. Et tant que l'économie avec un grand E tournera, eh bien, la bourse montera comme c'est le cas depuis 150 ans. Du coup, selon moi,
Le plus risqué est de ne rien faire, hein, de garder son épargne sur un livret A qui se fait la plupart du temps bouffer par l'inflation. Hein, j'en ai parlé justement dans mon avant-dernière vidéo. La perte en pouvoir d'achat sur 20 ans est inéluctable. Hein, donc si l'on se contente de garder de l'argent sur un compte qui ne rapporte rien, on va perdre en pouvoir d'achat. Le risque n'est donc pas dans l'investissement en bourse, mais dans l'inaction selon moi. Voilà, j'espère que j'ai pu convaincre quelques personnes avec cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, eh bien tant pis pour moi, hein. Chacun fait ce qu'il veut de son argent. Pour rappel, si vous voulez suivre mon portefeuille dans le temps, vous avez un lien vers celui-ci dans la description. Et si vous voulez commencer à investir par exemple sur des ETF sans frais de commission, eh bien je peux vous recommander le courtier que j'utilise, Trade Republic. Un lien de parrainage est en description également. Vous avez un petit bonus à l'ouverture de votre compte. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.